Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle de plus en plus de pleine conscience, de méditation, de slow sex, bref, on nous invite à vivre un peu moins vite et à ne pas zapper sans cesse. En fait, on nous rappelle peut-être juste qu'il faut prendre le temps de vivre. François Bourgognon est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous allons comprendre pourquoi c'est si important d'apprendre à prendre le temps d'aimer. Comment, dans notre vie quotidienne, apprendre à se poser pour pouvoir se retrouver avec son ou sa partenaire. Alors, je ne dirais pas en pleine conscience, parce que moi, personnellement, je ne suis pas fan de cette expression. D'ailleurs, je demanderai dans un instant à François Bourgognon ce qu'il en pense. En tout cas, ensemble, eh bien, on va prendre le temps d'abord de s'écouter, de s'entendre, et puis peut-être de s'aimer, et puis méditer sur l'importance de l'amour et du temps qu'on passe avec ceux qu'on aime. Donc, je vous invite évidemment à venir en parler avec nous, et pour ça, vous composez le 0826 300 300. François Bourgognon, bonjour. Bonjour. Alors, on vous avait découvert dans cette émission, parce que je ne dis pas qu'on vous avait découvert, vous existiez avant, dans ce livre, Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé, qui est un grand succès, hein, c'était aux éditions First, c'était il y a déjà 3 ans, je crois. Oui, hein. ouais, c'est ça. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, et vous travaillez beaucoup justement sur cette capacité à ne pas s'agiter sans cesse. Hein. Tout à fait. On utilise beaucoup... Vous en parliez dans l'introduction, on utilise de plus en plus, on en parle de plus en plus, mais on l'utilise aussi de plus en plus dans le soin. Donc la méditation dite de pleine conscience ou de pleine présence. Effectivement, moi je préfère de loin l'appellation pleine présence. Je rejoins Fabrice Midal avec qui on a beaucoup échangé sur ce sujet, parce que s'il y a un mot qui capte vraiment ce qu'on essaye de faire quand on médite, au sens de pleine conscience ou de pleine présence, on essaye d'être présent attentionnellement. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'il va falloir l'entendre pendant cette émission. Méditer, tel que moi je le conceptualise ou je l'utilise dans le soin, ça consiste à amener son attention sur le moment présent. Alors j'aime bien cette idée de présence, et je vais vous dire pourquoi j'aime pas ce terme en pleine conscience, parce que pour moi l'essentiel, on le ressent dans le corps. Et dès qu'on parle de conscience, on a l'impression que c'est un truc qui se passe dans l'esprit, dans la tête. Et puis quand on sait en plus que notre inconscient, de toute façon, nous joue des tours sans arrêt, qu'est-ce que ça veut dire en pleine conscience? En revanche, oui, en pleine présence, ça me paraît un terme qui est plus juste. Tout à fait. En fait, quand on médite, on essaye simplement d'être là. Donc, s'il y a un mot qui capte vraiment l'approche, c'est le mot présence. Et c'est vrai que le terme de conscience a tendance à nous renvoyer sur des choses très réflexives, très dans le mental, alors que finalement, c'est tout sauf s'absorber dans des concepts abstraits ou langagiers, et c'est vraiment revenir à ce qui se passe ici et maintenant, et ce qui nous permet de le capter, c'est nos sens. Et alors justement, quand on est en relation affective avec quelqu'un, peut-être que c'est ça dont on doit peut-être aujourd'hui expliquer, c'est que quand on est avec quelqu'un et qu'on est bien avec cette personne, que c'est quelqu'un qu'on aime, eh bien peut-être qu'il faut être avec elle et pas sans arrêt regarder son téléphone. Tout à fait. En fait, notre esprit a une nature qui est extraordinairement vagabonde. On est des êtres très réactifs et on a tendance à être déjà de base en permanence absorbé dans des pensées tournées vers l'avenir, vers le passé. Et puis on est très accéléré, très sollicité par nos téléphones, par tout un ensemble de sollicitations externes. Et finalement, ça nous détourne de ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant et des personnes avec qui on est. Donc revenir en fait à cet état de présence attentionnelle, c'est le bon premier pas, parce qu'en fait aucune relation n'est possible si on n'est pas là. Oui, et c'est vrai que tout est fait aujourd'hui pour nous distraire d'être en pleine présence avec l'autre, par exemple. Absolument, et tout est fait pour nous déconnecter aussi de notre pensée consciente, parce qu'en fait, quand on est déconnecté de notre pensée consciente, on n'est que sur des réflexes, on va dire, de lutte ou d'évitement tournés vers la recherche de confort, et la société de consommation appuie très fortement là-dessus pour qu'on achète des choses qui nous rendent on a le sentiment, en tout cas, que ça nous rend confortable.
Quand on fait le bilan un petit peu de ce qui se passe, on voit les enfants qui sont de plus en plus tôt devant des écrans. On sait maintenant que, enfin, on s'en doutait, mais enfin, on a la preuve maintenant grâce aux neurosciences que c'est très mauvais. On a de plus en plus de zapping, hein, c'est-à-dire qu'on voit que les gens restent de moins en moins longtemps à regarder ou à écouter un média. On sait que les enfants à l'école ont de plus en plus de mal à se concentrer. C'est assez inquiétant quand même, non ? Oui, c'est très très inquiétant parce qu'en fait, en tout cas, ça c'est mon point de vue de psychiatre, c'est-à-dire si on fait abstraction des troubles psychiatriques, psychiques très très graves, de mon point de vue, il n'y a pas de comment dire, de tare plus péjoratif que de ne pas savoir stabiliser son attention, parce que si on ne sait pas orienter et stabiliser son attention, eh bien, aucun apprentissage n'est possible. Et puis, on est le jouet aussi de distracteurs. Et en fait, on perd complètement la main sur notre vie mentale. Donc c'est extrêmement important d'être capable à un moment de travailler ses qualités attentionnelles, ses qualités de présence. La méditation, c'est l'entraînement attentionnel par excellence. Et je pense, enfin, je suis assez convaincu, mais enfin, je suis pas le seul, hein, que effectivement des exercices qui font travailler l'attention, que ce soit la méditation ou d'autres types, vont devenir absolument nécessaires pour contrebalancer cette agitation, un peu comme le sport nous permet de contrebalancer des modes de vie sédentaires. Alors, en ce qui concerne la sexualité, on parle de plus en plus de slow sex. Je sais pas, enfin, j'imagine que vous voyez bien de quoi il s'agit. En même temps, alors c'est pas inintéressant, à condition, encore une fois, qu'on explique bien de quoi il s'agit. Et pour beaucoup de gens, ça veut pas dire grand-chose au fond. Oui. Alors, moi, ce que j'entends, en tout cas, alors, vous pourrez peut-être me corriger, mais ce que j'entends par slow sex, c'est aussi le temps de prendre le temps aussi de goûter, d'apprécier les sensations, oui. d'être dans un état de revenir au corps, en fait, plutôt que d'être. Ça veut rien dire d'autre, en fait. C'est un peu à l'opposé de la performance et de faire vite fait le plus vite possible et d'être en présence avec soi déjà, avec ce qu'on ressent et avec l'autre. Hein. Et avec l'autre. C'est tout. Il y a pas d'exercice sorti de je ne sais quel. Et c'est la même chose avec la méditation, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la méditation, mais en tout cas, tel que moi là je l'entends pour cette émission, c'est vraiment être présent attentionnellement. Par exemple, pour revenir au slow sex, simplement d'être au moment où on est dans un coït, c'est-à-dire qu'il y a eu pénétration, on est l'un dans l'autre, rien que de rester je sais pas moi, 30 secondes immobile à se regarder vraiment dans les yeux, c'est déjà quelque chose de compliqué pour beaucoup de gens. Oui. Et rien que ça peut être un petit exercice qu'on peut donner là tout de suite. Et si c'est difficile, ça montre bien que les deux ne sont pas réellement en présence peut-être avec eux-mêmes ou avec l'autre. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Ou alors, c'est aussi parfois une difficulté simplement à, entre guillemets, accueillir l'expérience telle qu'elle est, et parfois aussi avec des inquiétudes, parfois avec des émotions, mais finalement être capable de se stabiliser au plus près de son expérience, même s'il y a des choses qui peuvent nous paraître un peu désagréables parce qu'on a des pensées tournées vers la performance. Oui, ou la honte, ou je ne sais quoi, voilà, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc c'est ça peut-être qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que quand on est avec quelqu'un qu'on aime, il faut savoir être dans son ressenti, l'accepter, et puis dans l'échange avec l'autre, quoi. Je pense que, en tout cas, une des bonnes définitions de l'amour, en tout cas, moi, j'ai tendance à penser que rien n'est plus précieux dans l'univers que le temps et l'attention. Donc donner du temps et de l'attention, on est déjà dans quelque chose de proche de l'amour. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une femme qui va par exemple nourrir son bébé. L'important, c'est pas qu'elle la nourrisse au biberon ou au sein, mais c'est qu'elle soit présente au moment. Absolument. Et pas avec son téléphone en train de parler à une copine, par Absolument. exemple. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle image de la présence qu'une maman qui regarde son enfant, en fait. On est vraiment dans alors il y a quelque chose presque de biologique et en même temps de magnifique, quoi. C'est-à-dire, voilà. Oui, c'est l'amour au sens du sacré, bien sûr. Tout à fait. Sûr. Bon, eh bien, on parle de tout ça avec vous. Venez nous dire d'abord si vous y arrivez, et sinon on pourra peut-être vous aider, vous donner des petits exercices. François Bourgognon est très riche en exercices pratiques, et c'est bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle.
Sud Radio, parlons vrai. Pendant McDo Music Tour, McDonald's passe en mode musique. Mais ils font plus de burgers. Bah si, mais là ce qui est nouveau c'est que pour un menu acheté, t'as un cadeau musique offert. Tu peux tenter de gagner des places pour le concert McDo de Mika et Vakra, des voyages K-pop à Séoul, des platines vinyles ou des millions d'autres cadeaux. Bah tu sais quoi, on devrait monter en groupe. Ah mais ouais, comme ça on ferait une tournée de nos best-of. Tu sais, pour le menu best-of. Ah ouais. Non mais je déconne. Le Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'amour et le fait de prendre le temps de s'aimer avec François Bourgognon qui est avec nous, auteur de nombreux livres. Le dernier c'est Nuances aux éditions First. Et Frida nous rejoint. Bonjour Frida. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes assez anxieuse vous, hein, c'est ça? Beaucoup, enfin surtout depuis le Covid on va dire. On va dire que ça s'est déclenché pendant le Covid. J'ai jamais été anxieuse au début de ma vie. Auparavant, oui. Exactement. Même pendant les études, etc. J'étais une personne assez calme, mais c'est vrai que depuis la crise du Covid, je me suis un peu découvert ce côté très anxieuse. Alors, vous savez exactement ce qui a provoqué ça? Est-ce que c'est pendant le temps que vous étiez confiné, peut-être un peu seul? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que effectivement, oui, c'était le fait d'être seule, le fait de savoir qu'à l'extérieur c'était la crise, clairement une crise sanitaire mondiale. Pour le coup, c'était beaucoup trop de choses en fait, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de précautions à prendre. C'était très dur pour moi. Vous aviez peur? J'avais très peur. Oui. Pour ma famille, pour mes amis, pour les personnes un peu plus âgées, pour les personnes un peu plus jeunes de ma famille. Et j'imagine que vous projetiez des catastrophes. Exactement. Oui. C'est en ça que, en effet, la Covid a déclenché comme ça beaucoup d'anxiété. On sait qu'il y a, je crois, 20% de plus de gens anxieux depuis. Oui. Ça a été effectivement une période de crise. Totale et donc avec une perception avec un danger perçu très fort, donc l'émotion qui va avec, c'est la peur ou l'anxiété et effectivement il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal après à revenir à quelque chose de plus apaisé par rapport à ça. Il y a eu aussi beaucoup de cas d'anxiété sociale qu'on a retrouvé, c'est-à-dire que finalement le fait, parce qu'en fait ça constituait des stress à tous les niveaux. Le fait d'être confiné, c'est un stress, mais après le fait de revenir dans le monde, c'en est un aussi. C'est-à-dire que le stress, on entend par stress finalement toute situation qui nous demande un effort d'adaptation pour se remettre en phase avec une nouvelle situation. Et donc finalement, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient installées dans quelque chose qu'elles ressentaient comme plutôt confortable, d'être un peu loin du monde et du regard des autres. C'est vrai, ça aussi. Parce qu'on avait les masques, on parlait à travers des écrans, donc on se sentait protégé. Et finalement, de ressortir et de se reconfronter au monde, ça a aussi été une source d'anxiété. Donc il y a eu beaucoup d'anxiété à beaucoup de niveaux. Et vous, Frida, aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux, et je dirais que ça c'est vraiment grâce à la méditation. D'accord. Et donc c'est après avoir pris conscience que vous étiez très anxieuse que vous vous êtes mise à méditer? C'est exactement ça. Et je me rendais compte, comme vous disiez, que le retour à la réalité, etc., c'est vraiment ça qui me faisait peur en fait. Le fait de me dire à un moment il n'y aura plus de masques, peut-être qu'il y aura des masques mais on devra fonctionner avec des masques. J'avais l'impression d'être toujours en danger. Et je me suis dit, c'est un problème, il faut faire quelque chose. Et là, je me suis tournée vers la méditation. Mais en fait, la méditation, si on veut faire simple, François, ça fait une sorte de calme intérieur. Et ça fait baisser le stress, l'anxiété. Oui, ce qui est important quand même de préciser avec la méditation, c'est que souvent, en fait, on a tendance en tout cas, quand on y vient, souvent les gens cherchent une forme de relaxation, ce qui n'est pas tout à fait l'objet de la méditation, parce qu'on a toujours ces images finalement de bouddhistes ou de gens qui ont les yeux fermés, puis qui ont l'air comme ça de flotter sur leur nuage et d'être loin de toute souffrance. Et donc, on a l'impression comme ça que finalement, c'est se couper de ce qu'on ressent ou d'être un
un peu loin finalement de ce qui se passe et de ce qu'on ressent, alors qu'en réalité, ce qu'on va travailler, c'est notre capacité à nous stabiliser au plus près de ce qu'on ressent, de notre expérience. Et finalement, dans la logique, bon là, si on parle de l'anxiété, l'idée c'est d'être capable aussi d'approcher son anxiété, de se stabiliser à son contact, sans chercher à tout prix finalement à se débattre avec elle et à l'aggraver, mais à lui faire un peu de place et à essayer avec elle de cheminer vers ce qui nous semble être la bonne direction pour nous. Donc en fait, c'est tout sauf se couper de l'expérience ou chercher à la contrôler, mais finalement à l'accueillir, l'approcher et se stabiliser à son contact. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'entraîne et qui a des vertus bien évidemment tout à fait précieuses, parce que alors moi je travaille beaucoup aussi avec un modèle psychothérapie qui s'inscrit dans le prolongement de l'approche méditative, et on sait par des études que finalement ce qui détermine beaucoup les troubles psychologiques, c'est pas tant l'émotion de départ ou par exemple l'anxiété dans les troubles anxieux, que finalement tout ce qu'on va mettre en place pour essayer de le résoudre ou d'y échapper. Et c'est très rapidement toutes les tentatives de contrôle qui nous mettent qui deviennent problématiques. Et donc d'apprendre à être avec, à approcher, à se stabiliser au contact d'eux, c'est très très vertueux. Et en quoi ça a changé votre rapport aux autres, justement, cette méditation, Frida ? Pour moi, la méditation, c'était vraiment... par rapport aux autres, c'était plus ne plus avoir peur des autres. Et même si il y a cette peur en moi, apprendre à savoir pourquoi j'ai peur. Oui. Et du coup, à me familiariser avec cette peur et effectivement essayer de vivre avec et avoir du coup un meilleur contact et un meilleur rapport avec les autres. Tout simplement. Vous dites exactement ce qu'il faut dire, Frida, c'est-à-dire que grâce à ça, vous ressentez votre peur, vous l'acceptez au lieu de fuir ou d'agresser. Exactement, et ça a même poussé à me découvrir un peu plus et à m'aimer même un peu plus. Je m'aime beaucoup plus depuis que je pratique la méditation. Ouais, c'est super. Alors moi, une réflexion que ça m'amène, c'est qu'en fait souvent on est pris dans des réflexes un peu d'échappement vis-à-vis de nos ressentis inconfortables, mais quand on apprend à leur faire un peu de place, on libère un espace dans lequel on redevient un peu plus libre de s'engager en direction de ce qui est important pour nous. Et plus on s'approche de ce qui est important pour nous, comme par exemple le fait de nouer des relations avec les autres, finalement, plus on s'accomplit et plus on a le sentiment d'être la personne qu'on a envie d'être. Donc, donc c'est super. Ça correspond à ce que vous ressentez ? Ah mais totalement. Et puis ça me permet aussi de faire le vide et d'être beaucoup plus présente dans le moment présent, plutôt que de me préoccuper de ce qui se passe autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis vraiment présente avec les gens et là je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus à l'aise. Auparavant, je pouvais pas faire ça en fait mentalement. Sans la méditation, j'aurais jamais pu arriver à ce point-là. Et sans doute, je peux pas le dire parce que j'entends votre voix aujourd'hui. Vous avez une voix relativement posée, tranquille. Et à mon avis, elle a dû ça a dû se faire au fil des séances de méditation. C'est exactement ça. C'est peut-être c'est sûrement un des cadeaux cachés de la crise Covid pour vous. Oui, du coup, c'est le point positif que je sors de cette crise sanitaire mondiale, pour le coup. J'en sors beaucoup plus apaisée, en bonne santé et apaisée. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment où il y a quand même beaucoup d'anxiété. On parle d'éco-anxiété. Il y a ce qui se passe en Ukraine, tout ça. On peut comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient plus anxieux. Mais en même temps, c'est important de transmettre ce message aujourd'hui. François Bourgognon, c'est que Frida, elle s'est pris en main et ça va mieux. Et je crois que c'est ça qui est important aussi à dire. C'est peut-être plus efficace que quelques médicaments, même si parfois les médicaments sont utiles, bien sûr. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, les médicaments peuvent être d'un grand recours, d'un grand secours dans des troubles avérés. Après, pour ce qui est de la gestion, la régulation, on va dire émotionnelle en général, il y a des choses qu'on peut apprendre et qui sont très très précieuses à apprendre, parce que on est des êtres sensibles et qu'on est en permanence traversé par des émotions. Et effectivement, on est dans un temps, dans une époque
où l'anxiété est une réaction à laquelle on peut difficilement échapper. Je veux dire, le monde est plein de dangers. Actuellement, on le voit, on l'entend tout le temps. Et donc, comment on compose avec ça, et comment aussi on essaye de donner un peu de sens à notre vie et d'avancer vers des choses importantes pour nous, sans avoir en permanence un sentiment d'impuissance et de faillite. Merci beaucoup Frida pour ce témoignage. Merci. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause, on vous retrouve au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Je vous donne rendez-vous dès 7h en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand de la coopération agricole. À demain. Le Grand Matin Sud Radio, Patrick Roger, en direct du Salon de l'Agriculture, c'est demain de 7h à 8h30 sur le stand de la coopération agricole, pavillon 4, à la porte de Versailles à Paris. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourgognon nous invite à ressentir, à être complètement en présence avec nous-mêmes et tant qu'à faire avec l'autre. Et c'est Victoria qui nous rejoint maintenant. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Merci de m'inviter aujourd'hui, ça me fait très plaisir de me permettre de m'exprimer. Alors là, vous voulez que je vous donne un petit peu mon ressenti par rapport aux choses, parce que moi je pratique, alors on peut pas dire la méditation, c'est plutôt la contemplation et des techniques de respiration qui s'apparentent simplement à de la sophrologie. Voilà, donc en fait moi je suis sophrologue au départ. Oui. Et c'est vrai que la méditation, je pense que dans toutes les techniques, ce qui est important, c'est de s'approprier les techniques et de pas s'enfermer dans quelque chose. Voilà. Et pour moi, ça m'a énormément aidé dans mon quotidien, au niveau déjà physiquement, au niveau de la baisse de ma tension artérielle, parce que je suis quelqu'un d'assez speed et il y avait beaucoup de tension nerveuse en moi, donc ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça m'a permis aussi d'améliorer ma concentration, d'avoir l'esprit plus clair, et surtout ça me permet au quotidien de prendre du recul, de prendre quelques minutes dans la journée lorsqu'on est un peu assailli par le tourbillon du quotidien. Et bien, est-ce que cette idée de contemplation, c'est un peu l'idée de stopper le monde Non. Alors, personnellement, je vous explique comment je pratique. Pour moi, la contemplation, c'est-à-dire être dans l'observation sans jugement et juste être présent à tout ce qui se passe autour de soi. Donc là, en ce moment, je vis à la campagne, donc c'est très facile. Il suffit simplement d'aller, contempler, c'est-à-dire observer, écouter, ressentir. Donc j'utilise. Et d'ailleurs, on le dit. Excusez-moi, je vous coupe, Victoria, mais c'est important. On le dit, rien que le fait d'aller se promener dans la nature, quelque part, ça a déjà un effet sur l'anxiété et sur le stress. Ça calme. Voilà, c'est ça. Ça nous permet d'être présents, en fait. Après, on peut utiliser tous ces sens, c'est-à-dire l'odorat, la vue, le toucher, et ça nous ramène à nous, en réalité, à tout ce qu'on peut ressentir. S'autoriser à se connecter, parce que le problème aujourd'hui, il me semble, en tout cas moi, c'est ce que j'ai rencontré comme problème, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on n'est pas souvent dans soi. On est, comme on dit, on marche à côté de ses pompes un petit peu. On est un peu en but. Oui, on se lève, on prend sa douche très vite tout en avalant son café, on saute dans ses chaussures. C'est ça. Oui. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, au départ, j'ai voulu faire des choses super carrées, etc. Et en fait, je me suis aperçue que l'idée, c'est d'écouter, de s'écouter, et souvent de s'approprier les techniques, parce que la méditation, parfois, elle peut être très contraignante. La sophrologie, ça peut être contraignant aussi. Donc, avoir une technique, mais se l'approprier et la pratiquer comme on a envie, en réalité. On n'est pas obligé d'être dans les protocoles, on n'est pas obligé d'être dans la rigueur de la technique. L'idée, c'est vraiment de se regarder soi-même à l'intérieur pour s'écouter, parce que quand on s'écoute mieux, il me semble, en tout cas moi je sais que ça m'aide, on fait des meilleurs choix pour soi, et on se connaît, on sait ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait moins plaisir. On est moins sur le mode automatique que la vie parfois peut nous imposer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et juste
prendre quelques respirations, un instant pour observer, quand on n'a pas le temps forcément de méditer. Oui, mais alors la question que je pose à François, est-ce que tout le monde est capable, sans avoir un petit peu une sorte de guide, d'arriver à ce que fait Victoria? Parce qu'évidemment, Victoria, vous goûtez chaque instant de vie avec vos sens, mais... Moi, j'ai envie de répondre que c'est un petit peu comme toutes les aptitudes humaines. Il y a des gens qui sont très doués et d'autres un peu moins. Donc moi, je fais partie, par exemple, je suis pas très doué à la base, donc j'ai eu besoin de passer par des apprentissages, de travailler. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai besoin de travailler encore beaucoup, mais de passer par vraiment des apprentissages plus formels, pour essayer de. Mais effectivement, il y a des personnes et d'ailleurs, moi, parmi mes patients, des fois, je suis cueilli par, on va dire oui, c'est des gens doués, qui captent le truc et qui vont pas avoir besoin. Alors après, c'est un peu comme le sport, c'est-à-dire que plus on pratique. Moi, je fais très souvent le parallèle entre la méditation et le sport, c'est-à-dire que quand même, si on veut que ça nous apporte et si on veut aussi, avoir des bénéfices qui s'implémentent dans notre quotidien, eh bien ça demande quand même un peu de discipline et de travail, des efforts, parce qu'un peu comme le sport, si on s'arrête, très vite les vieilles habitudes reviennent et puis on a tendance à s'empâter. Donc là, en l'occurrence, à se faire à nouveau cueillir par nos vieilles ornières mentales. Voilà, mais effectivement, alors après, tous les contextes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le contexte quand on n'a pas de difficultés émotionnelle, psychologique particulière, c'est pas la même chose que quand on est dans un contexte de soins, et on va pas tout à fait non plus amener les choses de la même manière. Bien sûr. Voilà. Mais il y a une chose quand même qui me semble intéressante dans ce que vous dites, Victoria, c'est que là on voit qu'il y a quand même une notion de plaisir. Enfin, vous savourez, si je puis dire. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à entendre pour ceux qui nous écoutent, à condition encore une fois qu'ils soient aptes à se faire plaisir. Mais tout à fait. Mais vous savez, je pense pas que je sois douée plus particulièrement, et je suis pas forcément stable. Enfin, je veux dire, j'ai une vie comme tout le monde, voilà, dans le contexte dans lequel on vit, avec des hauts, des bas. Et je pense simplement que je m'autorise à pas faire les choses parfaitement, à pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que les protocoles, ça rassure énormément. La discipline, ça rassure. Mais en réalité, je pense qu'il faut se libérer de ça. Enfin bon, je parle pour moi, on est d'accord. J'ai réussi, on va dire, si je dois dire quelque chose, peut-être c'est à me libérer de justement des protocoles et de m'approprier des choses. Il faut, ouais. Il me semble, voilà. Et je pense que même ne serait-ce que de s'accorder plusieurs fois quelques respirations par jour, simplement observer autour de soi, sans jugement, même quand on est en ville, dans un parc, ou même dans un bar, à la terrasse d'un café, on peut simplement être sans jugement, là, observer, être dans la contemplation, se relâcher. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça demande au départ un certain travail, une certaine maîtrise peut-être de la technique, mais après s'autoriser à pas forcément être dans les carcans des protocoles et des il faut que la discipline, etc. Voilà. Il me semble. Voilà. Moi, je vous explique comment. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de s'approprier la pratique et puis de pouvoir trouver, on va dire, quelque chose qui nous convient et qu'on arrive à entretenir dans notre vie et qui nous apporte. Donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Après, ce qui est intéressant, oui, c'est que la méditation aussi, elle peut nous apporter une forme de reconnexion aussi avec des choses très très agréables. Ça c'est quelque chose que j'aime bien discuter. C'est un phénomène qui s'appelle l'habituation hédonique. C'est en fait ce phénomène qui veut que, enfin en tout cas qui explique que quand une source de satisfaction est présente en permanence dans mon quotidien, eh bien elle perd peu à peu de son pouvoir à me réjouir parce qu'elle devient habituelle et presque invisible en fait. Donc c'est vrai que on n'est plus tous, en tout cas, enfin moi, si je n'y prête pas attention, je ne me réjouis pas en permanence de prendre une douche chaude tous les matins, de me coucher dans un lit confortable tous les soirs, ou même de marcher sur mes deux jambes. Ben vous avez tort. Et voilà. Et la plupart du temps, en fait, on dit jusqu'au jour où notre chauffe-eau tombe en panne, et là, d'un coup, la privation vient révéler une source de satisfaction, mais qui était devenue inapparente parce que permanente, parce que tout le temps là. Et ce qui est formidable avec la méditation, c'est que ça va nous permettre de renouer, de recontacter tout un ensemble de sources de satisfaction
qui sont devenus invisibles, François, sans passer par la privation. Puisque bon, j'ai beaucoup médité, et il m'arrive encore de méditer, mais au départ, ça demande un petit effort, même si on a l'habitude. Après, il y a un vrai bien-être, mais ça demande un effort, et on sait très bien que l'effort n'est pas quelque chose de naturellement humain. Oui, on dit ce n'est qu'une question d'attention, mais c'est quand même une question d'attention. Donc, ça peut pas se passer sans. Elle a raison, Victoria. C'est une discipline. Oui, oui. En tout cas, à la fois, c'est une discipline, à la fois c'est un effort, et à la fois il faut aussi trouver une façon de s'approprier la pratique qui convienne. Tandis que ce que nous raconte Victoria, ça semble être quand même un petit du plaisir qu'on s'accorde à profiter d'instants comme ça, un peu particuliers. S'autoriser aussi à goûter des moments qui sont agréables, qui sont heureux. Savourer, goûter. On est dans quelque chose qui semble plus attractif quand même. C'est vrai. Donc merci Victoria de ce témoignage. Avec plaisir. Merci à vous. On continue avec Julien qui est avec nous. Alors Julien, 3 questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à François Bourgognon. Alors première question, est-ce que vous avez pratiqué le slow sex? Bonjour déjà d'abord. Pardon. Bonjour, oui. Bonjour Brigitte et bonjour François. Bonjour. Le slow sex, y aller tranquillement, doucement, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc tout en douceur, tout en longueur, c'est tout doux. D'accord. Enfin, douceur pas forcément, mais en tout cas. Non, mais oui, exactement, dans ce sens-là. Prendre le temps. D'accord. Et deuxième question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ses fesses. D'accord, au moins c'est clair, c'est net. Bah oui. Non mais c'est bien, parce que parfois on me répond ses yeux, alors bon, je veux bien. Mais... On parle vrai, non? Voilà. On dit sur Sud Radio, on parle toujours vrai, vous avez absolument raison. Et dernière question, est-ce que vous seriez tenté par le polyamour? Non. Non, c'est déjà, je suis marié, j'ai déjà une épouse à plusieurs, ça va être trop compliqué. Donc vous êtes pour l'exclusivité amoureuse? Pas forcément, pas l'exclusivité amoureuse, mais pour moi, ça ne convient pas. C'est déjà passer un peu tous les jours avec une, donc avec plusieurs, non pas. Mais j'ai pas parlé de polygamie, j'ai parlé de polyamour. Oui, mais polyamour, mais tomber amoureux, non, je suis tombé amoureux une fois, je sais pas ce que c'est. Non, pour moi, non, ça ne me conviendrait pas. D'accord. Eh bien, merci de ces 3 réponses vraies, sincères. Et puis, vous pouvez en poser une à François Bourgognon. Il vous écoute. Alors, moi, je parle de méditation, je vous entends parler tout à l'heure. Et moi, j'ai fait un rapprochement avec la prière. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Est-ce que la prière est une forme de méditation? Bonne question, bravo Julien. Oui, c'est une question intéressante. Tel que je la définis, la méditation, en tout cas dans le cadre de cette émission, on parle d'un état de présence attentionnelle. Mais donc cet état de présence attentionnelle, entre guillemets, on n'a pas d'autre intention que d'être présent à ce qui est là. Dans la prière, alors c'est pas un sujet sur lequel je suis très expert, mais me semble-t-il, il y a quand même l'intention de se connecter ou de avec le divin. Donc il y a cet état de présence attentionnelle, il peut faire partie de la prière, mais il y a quelque chose de plus dans la prière, en fait, qui n'est. Alors de présence avec le divin, oui, sauf les gens qui font une prière parce qu'ils réclament quelque chose. Oui. Enfin, en tout cas, de s'adresser à un tiers. Je plaisante. En tout cas, de s'adresser à un tiers divin. Mais c'est pas rare en fait, parce que moi j'enseigne la méditation depuis des années maintenant, qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils se sont appropriés la méditation pour servir des pratiques religieuses ou des moments de prière. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait se combiner, on va dire. D'accord, parce que moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre la prière, se retrouver seul avec soi-même. Oui. Voilà, donc alors après c'est avec le divin, et quelle que soit la prière. Oui. Pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui ressemblait à la méditation. Tout à fait, on va retrouver dans toutes les traditions religieuses. En fait, toutes les traditions religieuses ont insisté un moment sur l'importance de cet état de présence. Et par exemple, alors je dis, je suis pas un grand expert de ça, mais chez les cisterciens, il y a des longues promenades contemplatives, par exemple. Et on essaye simplement d'être présent à ce qui nous entoure. Les bouddhistes ont bien évidemment énormément
travailler sur cette question de présence, puisque d'ailleurs les techniques qu'on utilise sont entre guillemets héritées du bouddhisme, mais on a gardé uniquement l'aspect entraînement attentionnel et l'aspect technique. Oui, et puis de toute façon, là où Julien a raison, c'est que si on parle beaucoup plus aujourd'hui de pleine présence, pleine conscience, de méditation, de chamanisme aussi, qui est très très à la mode, c'est parce que les religions sont en perte de vitesse. Donc les gens recherchent quand même quelque chose qui les relie, si je puis dire, à... Oui, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on vit dans une époque qui est particulièrement agitée. Comme on disait en début d'émission, on est tout le temps dispersé par déjà toutes les missions qu'on a à accomplir, toutes les dispersions liées aux nouvelles technologies, et on voit bien qu'en fait, on a besoin peut-être de pratiques qui nous aident à renouer avec un sentiment de continuité, de stabilité, de lenteur. Et donc, de ce point de vue, la méditation répond très très bien au travers de notre époque actuelle. Et je pense que parce que c'est vraiment des très très vieilles pratiques. Alors pourquoi aujourd'hui on en parle autant? Probablement qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'antidote à ce qu'on vit à travers la méditation. Ça répond, ça correspond un petit peu à ce que je pense aussi. L'importance du spirituel qui revient sous plein de formes différentes. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Julien, de cette excellente question. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Chez Picard. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourgognon est avec nous, et si vous aimez François Bourgognon, n'hésitez pas, son dernier livre Nuances aux éditions First vous propose des pépites, justement de présence, de comprendre bien chaque instant de notre existence. Roland est avec nous. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte. Bonjour François. Bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes passé, vous, par la sophrologie, je crois, Oui, tout à fait. Alors, je vais préciser pour ceux qui nous écoutent, la sophrologie, c'est une thérapie qui évidemment fait parler le patient, mais tient beaucoup compte du corps. C'est ça, tout à fait. Alors j'ai pu expérimenter deux techniques différentes, puisque j'ai soudainement eu je sais pas trop pourquoi, mais des remontées de mon passé qui sont revenues quasiment du jour au lendemain à la surface, et de manière assez forte et intense et très douloureuse. Comme si j'avais d'un seul coup ressenti un effet de stress post-traumatique très 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 fort, et c'est une période que j'ai eu beaucoup de mal à supporter. À la suite de laquelle j'ai été conseillé j'ai été suivi par un psychologue à un moment donné qui a entamé, on va dire, une sorte de phase de sophrologie ou de méditation, et comme les deux auditrices précédentes que j'ai attentivement écouté, je peux dire que c'est tout à fait ça. Disons que je crois que Frida était plus basée sur tout ce qui concerne les phénomènes de peur et de stress, d'anxiété, intense, surtout. d'anxiété. Voilà. Et elle a utilisé la méditation justement pour lui faire du bien, pour qu'elle se ressente un petit peu sur elle-même, ce qui est tout à fait valable. Et Victoria était plus dans le fait de considérer que on peut adopter plusieurs techniques. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu après par la suite l'occasion d'être suivi par un autre psychologue qui pratiquait l'hypnose également, qui n'a pas fonctionné sur moi, du moins pas sur le coup. Ensuite est venu le Covid, donc j'ai arrêté de suivre ce psychologue, ce praticien, mais j'ai retenu néanmoins deux techniques que j'ai regroupées et que j'utilise de temps à autre lorsque je sens ces phases d'anxiété, de stress, de peur remonter, que j'arrive aujourd'hui à gérer beaucoup plus facilement. Et je pense que la méditation et la sophrologie devraient être quelque chose une nécessité de bien public, parce que ça peut s'adapter à tout le monde, et ça ferait énormément de bien à beaucoup de monde, quasiment à tout le monde.
parce que ça permet de se reconnecter à l'essentiel, de resynchroniser le corps et l'esprit, le mental, et ça permet aussi de se déconnecter de tous les éléments négatifs qui nous entourent et qui parasitent en permanence le besoin de bien-être que tout le monde a finalement. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel et de primordial de pouvoir de se reconnecter avec soi-même. Et ça permet, je pense aussi comme Victoria, je suis exactement du même avis qu'elle, ça permet chez certaines personnes probablement de baisser la tension artérielle, qui est forcément quelque chose de physiologique qui est vraiment très très négatif pour le corps et l'esprit. Ce qui est intéressant, Roland, c'est qu'on voit avec votre témoignage ça confirme ce qu'on entend depuis le début, c'est-à-dire que vous alliez assez mal et vous étiez envahi, et plus vous étiez envahi, plus vous alliez mal. Et tout d'un coup, il y a une sorte comme ça j'aime bien l'expression de calme intérieur, parce qu'elle veut rien dire, mais elle veut tout dire. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez survécu, si je puis dire. Et bravo d'avoir su aller demander de l'aide, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on sent que vraiment on s'en sort pas. Il faut surtout aller demander de l'aide, parce que c'est indispensable. Sinon on continue à aller de plus en plus mal. Alors c'est pas François Bourgognon qui va vous dire le contraire, hein. On devrait plus souvent, Je vous laisse réagir, François. Oui. Alors, effectivement, bien évidemment, la méditation, moi, je suis archi convaincu de ses bienfaits. Alors, bon, il y a eu beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Donc, il y avait pas que de la méditation. Donc, ça serait compliqué de tout décortiquer, mais en tout cas, les bienfaits de la méditation tels qu'ils sont démontrés aujourd'hui en médecine, on va retrouver des bienfaits sur tout ce qui va être symptômes de stress, d'anxiété, système immunitaire également. Voilà. Alors oui. Alors d'ailleurs, à travers ces bienfaits sur le stress, il va y avoir un ensemble d'impacts physiques objectivables sur l'immunité, sur la tension artérielle, sur tout un ensemble de marqueurs. Je crois même sur le rythme cardiaque. Hein. Oui. Sur l'anxiété, la dépression, on a de très très bons résultats dans tout ce qui va être régulation de la douleur chronique. Ce qui est important de préciser quand même, parce que moi ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner, c'est que la méditation, en tout cas telle qu'on va l'utiliser en médecine, c'est souvent chez des personnes qui sont entre guillemets relativement stables. C'est-à-dire que c'est pas des stratégies qu'on va utiliser pour des gens en crise, parce que quand on est en crise, il y a d'autres choses peut-être à proposer avant, comme des stratégies médicamenteuses et ou psychothérapiques, et la méditation. Et notamment quand il y a des problématiques post-traumatiques, la méditation peut être très ou trop confrontante d'emblée, donc entraîner parfois des déstabilisations émotionnelles. Donc c'est important, c'est important que quand c'est dans un contexte de soins, que ça soit régulé, accompagné par des soignants, et que ça soit pas une stratégie qui soit amenée à des patients d'emblée qui sont en crise. D'abord on stabilise et puis après on va utiliser ce type d'approche. Tout à fait. Et je crois que, vous savez, Roland, vous avez parlé à un moment donné, vous savez pas pourquoi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous rattrape. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose que je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que c'est important que tout le monde le sache, que ce soit la dépression, que ce soit tout d'un coup un traumatisme qui revient alors qu'on croyait qu'on l'avait réglé. C'est assez fréquent. Hein. C'est parfois quelque chose d'a priori assez anodin qui peut réactiver quelque chose qui n'a pas été suffisamment élaboré, digéré. Hein. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc il faut pas s'en étonner. C'est pas parce que tout d'un coup on est plus fragile. C'est juste parce que on avait mis ça de côté, on avait bien mis dans un tiroir, mais ça restait là. Et puis quelque chose d'assez a priori inattendu réactive. Et là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est temps. Et moi, j'ai envie de dire que je fais assez confiance au psychisme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est temps, mais qu'on a aussi la force de pouvoir s'en occuper. Alors que quand on l'a mis dans le tiroir, on était peut-être trop fragile pour s'en occuper. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'évoquer.
Et pour moi, le fait que ces choses négatives remonter à la surface sont pour moi une sorte de montrer c'est une mise à l'épreuve de soi-même, et je pense que c'est en grande partie une expérience à laquelle on s'expose soi-même pour se prouver qu'on est capable de la surmonter. Oui, et voilà, tout simplement. Et bon, certains mettent plus de temps à la surmonter que d'autres, mais effectivement, après, on peut continuer à vivre plus ou moins bien avec ces phénomènes psychiques et psychologiques. Mais au moins, on n'est pas seul face aux difficultés, et on a des techniques qui nous permettent justement de faire face à ces moments difficiles. Récemment, je me suis intéressé aux bols de méditation qui apportent voilà, les bols tibétains, oui, tout à fait, qui apportent un plus justement à ces phases de méditation, et ayant pratiqué les arts martiaux pendant de très nombreuses années, aujourd'hui, ça me permet. On a un petit souci. Bon, c'est pas grave. On va laisser la place aux infos, et puis on continue bien sûr tout de suite après. Merci en tout cas, Roland. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Demain, nous serons en direct avec vous au Salon de l'Agriculture, et vous allez voir, ça va déménager. La culture dans tous ses états, avec André Berkoff et Céline Alonso, en direct du Salon de l'Agriculture, sur le stand de la Coopération Agricole, Pavillon 4, demain de midi à 14h, porte de Versailles à Paris. Sud Radio, Parlons Vrai. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. On est en compagnie de François Bourgognon aujourd'hui, psychiatre, psychothérapeute. Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. C'était aux éditions First. On parle aujourd'hui de méditation, de pleine présence. On essaye de faire passer ce message. Eh bien oui, que la vie, c'est pas nécessaire de s'agiter sans arrêt pour avoir le sentiment de vivre. Bien au contraire, c'est parce qu'on prend le temps de vivre qu'on est vivant. Hein. C'est aussi un peu ça le message de la méditation. Tout à fait. Alors moi, c'est un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est comment doubler son espérance de vie. Voilà. Alors ça va faire marcher pas mal les applis de méditation hein, si on gagne. Alors on peut même gagner plus que ça, parce qu'en fait c'est un calcul simple. Parce que on vient de dire, en fait, il n'y a pas besoin de crème, ça coûte pas un rond en fait. Hein. C'est un calcul simple qui consiste à dire, si vous prenez, quelqu'un à qui il reste à peu près 40 ans de vie à vivre. Et qu'on compare sur la base que sur 24 heures, il va y avoir 8 heures consacrées au sommeil et 16 heures à l'éveil. Si on postule de façon tout à fait vraisemblable qu'on est pleinement présent à ce qu'on vit, de façon spontanée, uniquement 2 heures sur ces 16 heures d'éveil, les 40 ans de vie, ça se réduit à seulement 5 ans. Donc je parle de vie où on est pleinement présent, on est vraiment là. Oui. Ça, pour l'instant, ça fait pas très envie. Hein. je vous écoute. C'est ce qui se passe, parce qu'on est en fait le reste du temps, on est très souvent dans les soucis, dans le moment d'après, dans le moment d'avant, mais pas trop présent à ce qu'on vit. Donc c'est sûr que si on apprend à habiter le moment présent, à ramener son attention sur ce qui se passe ici et maintenant, on pourra très facilement, on pourra très facilement doubler, voire même tripler, pourquoi pas, notre temps de vie subjectif, présent. On vivra pas 200 ans, mais on aura en tout cas l'impression de vivre beaucoup plus, puisqu'on vivra mieux chaque instant. Absolument. Bien sûr. Un temps de vie subjectif. Oui, je reconnais que c'est tout à fait convaincant. N'est-ce pas, Tania? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Et on profite. Moi, ces 2 heures d'émission, je les vis, François. Donc, je me rajoute au moins déjà 2 heures par jour. 2 heures de plus. Oui. Mais c'est grâce aussi à mes invités et aux auditeurs qui sont là et avec qui on échange tellement vraiment. Tania, on vous écoute. Allez-y. Oui.
Oui, très bien. Donc pour moi, effectivement, la méditation, c'était vraiment... j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais une 30aine d'années acheté des CD à Nature et Découverte, là, quand les boutiques ont ouvert, pour pas les citer, pardon. Et en fait, je n'ai pu faire aucune séance sans m'endormir. Donc je me disais, voilà, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas, et j'avais laissé tomber le concept. Et puis en fait, comme tout le monde, on avance, etc. Et donc vous aviez essayé seul avec des applis, hein, c'est bien ça. Oui, ça c'est possible. C'est ça, oui, il y a quand même, c'est pas si simple hein, quand on n'a pas du tout, qu'on n'a jamais fait rien qui nous permette d'être en présence à soi. C'est pas évidemment, c'est pas si facile que ça avec une appli. Hein, donc soyez indulgente avec vous-même déjà, Tania. Merci. Et je me suis dit je suis pas faite pour ça. Et puis finalement, on se rend compte que la vie, on est toujours emporté partout. Hein. J'ai toujours l'image, vous savez, dans le film Divergente, au début, elle doit sauter dans le train. C'est un peu comme le train de la vie, on doit le prendre en route et puis ça y est, on est parti en fait. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'effectivement, je passais beaucoup de temps à vivre plein de choses, à vivre beaucoup pour les autres et pas spécialement pour moi. Et j'ai essayé tout simplement en entendant que la méditation, c'était pas forcément ce qu'on entendait dire et qu'on pouvait s'adapter peut-être un peu à la méditation en prenant juste un temps calme pour soi. Donc j'ai commencé à faire de la respiration ventrale et petit à petit au début, forcément les pensées vont dans tous les sens. Et puis je me suis rendu compte que finalement j'arrivais à prendre ce temps et arriver à faire le calme en moi. Alors c'est pas que les idées ne viennent plus dans la tête, mais c'est vraiment ce moment de conscience avec moi-même et c'est ce retour c'est pratiquement ça la méditation, Tania. C'est ça, mais je n'avais pas cette vision-là. Je m'en faisais une idée complètement différente et beaucoup plus complexe, comme quoi on partait un peu, peut-être comme dans l'hypnose. Au Nirvana, sous ce 7e ciel, en haut de l'Himalaya, c'est ça, vous savez. Tous les rêves sont permis, hein, c'est ça. Et puis en fait, c'est quelque chose de très simple. Et ce que je fais, c'est que les matins, je me réveille un quart d'heure plus tôt. Je me prépare, etc. parce que je suis un peu endormie. Et une fois là, je me pose dans un petit coin que j'aime bien. Et puis je fais de la respiration. Alors je me mets une minuterie de 10 minutes pour arriver vraiment à me poser. Et puis si j'y arrive pas plus, comme vous dites, je suis indulgente avec moi-même. Et puis je me dis j'y arrive pas, mais au moins ce temps-là, ces quelques minutes que j'aurais pris avec moi-même, c'est tout bénéfice. Et justement, c'est de l'amour que je m'amène à moi-même, puisque c'est du soin et de l'attention que je m'accorde pour moi seule. Donc, voilà un petit peu mon expérience. Merci pour ce témoignage. Alors, ça me permet de dire qu'effectivement, en fait, très souvent, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui se découragent de méditer parce qu'ils observent que ils n'arrivent pas à faire attention très longtemps et que ça vagabonde dans tous les sens et ils se disent j'y arrive pas, ça m'énerve, c'est pas pour moi. Or, observer que l'esprit est vagabond, c'est au cœur même du processus méditatif et c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous essayez de stabiliser votre attention, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, votre esprit décroche. Et ça, c'est tout à fait normal. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'apprendre à repérer ces mouvements automatiques de l'esprit et à ramener son attention sur le moment présent. Et donc l'apprentissage de la méditation, ça passe par plusieurs types d'exercices. Et les premiers exercices qu'on va proposer, c'est des exercices d'attention focalisée. C'est-à-dire qu'on va essayer d'observer un objet à un endroit précis. Donc, en l'occurrence, le plus souvent, c'est la respiration. Donc, on va essayer d'observer la respiration à un endroit précis du corps. Et puis, dès qu'on décroche, on ramène. Et ça, c'est des exercices qui confinent à ce qu'on appelle de la concentration, mais ça permet déjà d'apprendre à stabiliser son attention. Et ce type d'exercice-là, après, ça va nous permettre effectivement de retrouver ou de renouer avec la sensation de présence physique, c'est-à-dire d'arrêter d'être en permanence loin du corps et du monde et absorbé dans nos pensées, de revenir à notre corps et effectivement aussi de renouer avec nos propres signaux, nos propres besoins fondamentaux, qui sont parfois des signaux de fatigue, de tension, ou de douleur. Mais comment prendre soin d'une fatigue, d'une tension ou d'une douleur si on n'y est pas présent? Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du soin personnel à travers le fait de travailler son attention. Oui, et puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'arrivais pas à respirer par le ventre.
Donc forcément des crispations au niveau des cervicales, des migraines, au niveau des épaules. Et effectivement, ce temps-là, changer son mode de respiration, faire ce petit effort-là, c'est déjà accepté de voir que c'est pas forcément évident au départ. Et puis, quel que soit le bénéfice que ça m'apporte, que ce soit 10 minutes ou 5 minutes, finalement, j'accepte que ce soit que ce temps-là et que finalement, c'est toujours ça. Et j'avoue que je redémarre ma journée après, en ayant cette satisfaction d'avoir pensé à moi en premier, ce qu'on a tendance à faire toujours, puisqu'on prend tout ce qu'on doit faire derrière, voilà. Mais j'ai cette satisfaction-là et je commence la journée, même si je suis quelqu'un de très positif, mais vraiment dans un état d'esprit presque modifié, c'est-à-dire avec cette satisfaction qui dure un moment. Et quand je sens que des fois je suis trop énervée ou que je suis trop dans mes pensées ou que je me déconnecte, je fais ce travail d'ancrage avec la respiration ventrale et voilà, et ça s'apaise à nouveau en moi. Donc c'est vraiment un outil pour moi que j'ai découvert et à mon échelle et à ma manière, sincèrement, je revois les choses d'une manière vraiment différente et positive. Vraiment, c'est vraiment bien. Je ne lâche pas du coup. J'avais lâché les CD où je m'endormais à chaque fois et du coup je ne lâche pas la pratique parce que c'est un cercle vertueux et j'y tiens maintenant. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Oui, alors c'est quelque chose auquel on se heurte parfois, même souvent en fait, quand on essaye aussi d'amener la méditation. En tout cas, moi, à travers mon métier dans le soin, c'est la culpabilité à prendre du temps pour essayer de se rapprocher de sa propre expérience. En fait, comme si c'était presque coupable ou malvenu de porter de l'attention à ce qu'on ressent et que finalement, il faut s'occuper de tout ce qu'on a à faire et des autres avant soi. On oublie que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. Tout à fait. Et moi, je réponds par des images. Par exemple, je dis nos journées et puis notre vie en général, ça s'apparente quand même plus à une course de fond qu'à un sprint. Et si un coureur de fond va courir sa course de fond en sprintant, il va aller vite un certain temps, mais il va tomber. Et puis après, pour se relever, ça va pas du tout être gagnant. Donc finalement, ça s'appelle un burn-out. Ça s'appelle un burn-out, exactement. Et en fait, le bon coureur de fond, entre guillemets, il est tout le temps en train de se monitorer lui-même pour savoir où il en est en termes de respiration, s'il doit se réhydrater, se resucrer, pour se mettre en adéquation avec l'effort qui lui est demandé. Et c'est ce qui lui permet de tenir debout. Donc même pour être au service, entre guillemets, de nos missions, c'est pragmatique de se porter de l'attention et de réguler ses propres signaux. Et donc, bien évidemment, c'est pour cela aussi que la méditation est une approche immensément précieuse pour les personnes qui sont dans des problématiques de burn-out. Exactement. Merci beaucoup Tania, merci à vous. On va continuer dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez envie qu'on parle également de cette présence à soi lors de la relation sexuelle, on peut évidemment aussi en parler avec vous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. E4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourgognon est avec nous et nous continuons à évoquer la méditation, le rappel à soi. Et nous avons Pauline qui témoigne maintenant. Bonjour Pauline. Oui, bonjour François. Bonjour. Bonjour. François, j'en profite que vous êtes au téléphone en ligne pour vous dire que votre livre Ne laissez pas votre vie se terminer, etc. est un livre formidable. Merci. Et un livre qui fait partie des livres qui comptent dans une vie, je dirais, en tout cas dans la mienne. Merci beaucoup, voilà. Ça me touche beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est aux éditions First, je rappelle le titre exact pour ceux que ça pourrait intéresser, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas la première à le dire. Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé, aux éditions First. Et c'est vraiment de ça dont on parle aujourd'hui aussi, parce que c'est tellement important d'être présent à soi-même. Oui, alors justement par rapport au sujet je vous ai bien écouté, j'ai bien écouté tous les témoignages et alors moi je pratique pas la méditation régulièrement. J'ai fait quelques fois un peu de méditation avec une appli, voilà, assez connue, mais
en fait, je m'intéresse quand même pas mal à ce sujet, à tout ce qui se dit autour de ça, et je la conseille. Alors, je suis peut-être mauvais conseiller parce que je la pratique pas, mais je la conseille aux jeunes que je vois qui souffrent beaucoup d'anxiété. Donc, je sais que c'est pas forcément évident pour les jeunes de se mettre dans cette pratique. D'ailleurs, même moi, je le fais pas forcément régulièrement. Donc, du coup, mais voilà, je trouve que c'est très intéressant à conseiller. Et aussi, en vous écoutant, j'ai réalisé un peu plus ma difficulté. Je le savais, mais j'en ai encore un peu plus pris conscience de ma difficulté à être pleinement présente à ce que je fais, et notamment à être dans le silence. Et c'est difficile d'être dans le silence. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans le silence, justement? Eh bien, je le suis donc rarement, puisque je mets toujours ou quelque chose à écouter, ou il y a toujours du bruit. Par contre, la nuit, forcément, on est censé être dans le silence. Et là, du coup, j'en viens à ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est que je pense que si je la pratiquais, cette méditation, ça m'aiderait sûrement à mieux dormir et à déposer les pensées, en fait. Parce que finalement, j'ai un cerveau qui marche tout le temps. C'est ça, oui. Et qui me réveille. Et... Alors, c'est pas votre cerveau qui vous réveille, mais vous vous réveillez, et une fois que vous êtes réveillé, vous avez le petit vélo qui se met en route. Et donc, c'est pas possible de vous rendormir. Disons qu'en fait, j'ai l'impression que dès que moi, j'ai pas un réveil, vous voyez, très long. Si je me réveille, je suis pas ensuquée, je suis tout de suite tac 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 tac, ça s'enchaîne. Oui. Et du coup, le problème, c'est les réveils nocturnes, quoi. Alors, je pense que je devrais arriver à... D'ailleurs, j'avais fait de la sophrologie, et elle m'avait bien dit par exemple, de prendre ma douche en pleine conscience, en ressentant bien toutes les sensations de l'eau sur le corps, etc. Par exemple, la douche ou autre chose. Faire les choses vraiment en conscience, et pas avec toujours 10 000 trucs à côté, en fait, qui viennent parasiter ce moment. Vous voulez dire que vous avez tendance, quand par exemple, si vous prenez votre douche, que tout de suite vous êtes en train de vous dire, tiens, là, il va falloir que je fasse telle chose, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une anticipation, des podcasts il y a une anticipation permanente aussi? Oui, ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est vrai que pour les personnes qui ont cette tendance-là, c'est très difficile, la méditation, parce que évidemment, c'est l'impression de perdre son temps, puisqu'on a ça et ça et ça à faire. Mais en même temps, comme j'écoute beaucoup de choses depuis longtemps, j'accepte, j'en ai conscience déjà, et j'accepte je me dis, il faut accepter que ce soit là, que les choses soient là, ou que l'émotion soit là. Il n'y a pas un évitement de la chose, c'est une forme d'évitement, finalement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient empêcher d'être pleinement présent, mais... ouais. Ça vous arrive d'aller vous promener, par exemple, dans la nature, toute seule? Eh ben voilà, oui, alors ça c'est... donc vous avez quand même ça. C'est formidable. Oui, je tends vers ça. Oui, parce que dans ces moments-là, si vous êtes capable d'aller vous promener sans avoir des écouteurs sur les oreilles, parce que sinon... Alors pas toute la balade, effectivement, vous avez raison de le préciser. Ouais, vous avez pas toute la balade. Parce que par contre, ça apaise énormément. Oui, parce que finalement, quand on se promène dans la nature sans être en train d'écouter un podcast, même si je suis ravie qu'on m'écoute pendant qu'on va se promener dans la nature, mais vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Et là, vous êtes comme le disait tout à l'heure Victoria, vous êtes en contemplation, et c'est déjà un début de présence à soi. Contemplation, et puis je pense toujours photo quand je vais quelque part, donc je vois des détails, des choses. Oui, mais là déjà, vous êtes dans l'anticipation de... Vous voyez, c'est intéressant ce que nous dit Pauline. On sent bien cette sorte d'hyper-activité mentale. Oui, et qui est tout à fait entre guillemets, j'ai envie de dire normal, c'est-à-dire c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit souvent, on dit c'est paradoxal de contacter autant de bruit intérieur quand pour la première fois on essaye de s'asseoir en silence. Donc, vous parliez du silence tout à l'heure, et effectivement c'est compliqué pour beaucoup de monde finalement juste de s'asseoir sur une chaise et d'essayer simplement de se stabiliser attentionnellement sans se saturer de distractions ou de sons ou voilà. Mais c'est quelque chose qui
qui s'entraîne, qui s'apprend. C'est vrai aussi que d'aller se promener dans des environnements naturels, c'est quelque chose qui peut aider à la stabilisation attentionnelle parce que c'est très différent de nos environnements urbains où il y a des klaxons, des interruptions en permanence, alors que quand on est en forêt... Et il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être vigilant. On ne peut pas traverser n'importe comment, enfin je veux dire, faut faire attention aux trottinettes sur les trottoirs. C'est ça. La ville est un endroit dangereux. Dangereux, et puis en permanence on est pris par des émotions et puis des commentaires. Donc quand on est dans une forêt par exemple, on est dans quelque chose de continuel, et donc alors on peut rester agité dans sa tête pendant toute la promenade, mais n'empêche que d'être dans un environnement naturel, ça aide à la stabilisation attentionnelle. Donc ça peut être très très intéressant. Et puis la méditation, si j'ai un tout petit peu de temps pour en parler aussi sur le sommeil, parce qu'en fait ça c'est quelque chose qu'on observe très souvent, c'est que quand on fait des programmes de méditation, généralement, au début des programmes, on a des participants qui nous disent « Oh là là, c'est formidable, depuis que je médite, je n'ai plus aucun problème de sommeil, c'est-à-dire je fais mon exercice le soir et au bout de 5 minutes, je dors ». Alors, c'est vrai que la méditation, ça peut être un outil très intéressant à visée d'endormissement, parce que généralement, ce qui va entretenir l'insomnie, c'est les cogitations, c'est les inquiétudes par rapport à la journée du lendemain, ou c'est les ruminations sur la journée écoulée, et puis après on regarde le réveil, et puis on se dit je dors toujours pas, et demain ça va être la cata, et ça nous énerve, et puis on s'enferme comme ça dans quelque chose qui entretient l'insomnie. Et quand on médite, finalement, on sort de l'agitation du mental, on revient au corps, et puis le sommeil peut nous cueillir. Le corps s'apaise. Le corps s'apaise, et le sommeil peut nous cueillir. Et ça marche très très bien pour peu que on ne médite pas dans l'intention de trouver le sommeil. C'est ça le paradoxe aussi, c'est que en fait, ça ne marche bien que si on ne l'attend pas. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème de la méditation. Voilà. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais je pense à autre chose, Pauline. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous faites masser, est-ce que vous êtes capable d'être justement dans un soin où là vous êtes juste à ressentir le soin? Être dans un soin. Vous voulez dire si je reviens au corps ou pas? Oui. Oui, de toute façon, oui, j'ai pensé même, je savais que vous alliez m'en parler un petit peu parce que moi-même j'avais fait le lien. C'est que en fait, le problème il est de revenir au corps. Oui, il est là le problème. Oui. Et dans la caresse, le massage, dans la caresse. J'aime bien me faire masser, mais parce que j'ai mal. D'accord. J'ai mal au dos. Mais le massage sensuel, etc. Non, de toute façon, c'est une perte de temps. Ça va ensemble. Je suis pas tactile, donc ça va bien ensemble. Ah bah oui. Oui. Donc il y a quand même beaucoup de choses à. Il faut que vous reveniez au sens, je pense, à vos 5 sens. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est une piste qui me paraît essentielle pour vous. Et puis des petits exercices aussi qu'on peut pratiquer, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle les peu sensoriels. C'est ce que fait Amélie Poulain par exemple, c'est-à-dire prendre le temps de goûter ce qu'on aime. Donc quand Amélie Poulain met la main dans le sac de grains, et c'est très sensoriel, c'est très agréable, ça prend pas beaucoup de temps. Ou prendre le temps d'apprécier la caresse du vent frais sur le visage. C'est les petits plaisirs. Les petits plaisirs. Cultiver les petits plaisirs. Voilà, on pourrait commencer par là, ça serait très bien. Ce serait déjà bien pour vous, absolument. Merci beaucoup, Pauline. Un love conseil, l'amour et ses 3 piliers, le jouet intime, et puis vous, bien sûr, au 0826 300 300, on vous attend. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous serons avec vous au Salon de l'Agriculture. Demain à 10h. Sud Radio Média avec Christine Bouillot et Gilles Gansman. Et mettez-vous d'accord, en direct du Salon de l'Agriculture, sur le stand de la coopération agricole Pavillon 4, c'est demain de 10h à midi à la Porte de Versailles à Paris. Sud Radio, parlons vrai. Le grand site de Webcam Live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, François Bourgognier, on va parler d'amour. Vous connaissez certainement ces 3 piliers. Pour beaucoup de thérapeutes, l'amour repose sur 3 piliers: l'intimité, la passion et l'engagement. Vous les connaissez certainement. Et c'est assez intéressant parce que, alors évidemment, l'intimité, c'est évidemment le rapport au corps, à la sexualité, mais c'est également les émotions. On va vers l'autre, on a envie de le toucher au sens
dans les deux sens du terme. Il y a aussi la tendresse, l'envie d'être avec lui. Alors la passion, évidemment, là, on est dans quelque chose de très charnel. On est beaucoup plus dans le corps, mais c'est aussi quand il y a de la passion, c'est là où le désir est le plus fort, ce besoin de faire l'amour ensemble. Et il est même d'ailleurs, quand on est dans la passion, impossible d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment le seul moment où on peut être sûr qu'il y a fidélité, c'est quand il y a de la passion. Et puis le troisième pilier, c'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est plus quelque chose qui concerne le psychisme. C'est une décision qui est pensée de s'engager avec telle personne plutôt que telle autre. Alors ça repose souvent l'engagement sur de l'affection qui s'est installée grâce à la passion et à l'intimité, mais parfois c'est une relation qui a pu débuter par de l'amitié, des partages réciproques et qui débouche ensuite sur de l'intimité. Parfois l'engagement a lieu avant, mais en règle générale, ce serait plutôt passion, intimité, engagement. Mais quand même, ce qui est important, et c'était le but de ce Love Conseil, c'est d'analyser le curseur pour ces trois piliers. C'est très rare d'avoir 10 sur 10 pour les trois piliers dans un couple, parce que forcément, il y en a toujours un ou deux qui est plus... Mais si les trois piliers sont totalement inexistants, on peut pas parler de relation d'amour. Et suivant le pilier qui va dominer ou celui qui est le plus défaillant, eh bien vous allez mieux comprendre peut-être votre histoire d'amour. Donc je vous conseille de faire un petit peu ce bilan. Peut-être pas le faire à deux parce que ça pourrait provoquer un conflit, mais pourquoi pas. Vous êtes d'accord, j'imagine, vous connaissiez ces trois piliers, je suppose. Oui. Alors je l'avais pas forcément conceptualisé comme ça, mais oui, ça me parle bien et je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Voilà, donc il faut pour qu'un couple dure, en tout cas, il faut quand même qu'il reste un peu de passion, parce que sinon on est deux amis. Il faut évidemment qu'il y ait de l'intimité et puis un engagement, parce que sinon la confiance n'est pas là, et donc on peut tout à fait s'engager ailleurs. C'est difficile d'avancer vraiment à deux s'il n'y a pas un minimum d'engagement. Un engagement entre les deux et puis un engagement à deux dans la même direction. Avec les fameuses valeurs dont vous parlez souvent. C'est quelque chose que vous abordez souvent, François Bourguignon. Alors, nous avons Cécile qui a reçu ce jouet, ce Big Boss Black Line. Il porte bien son nom. C'est un stimulateur .G de la marque Fun Factory qu'on trouve sur ruedesplaisirs.com. Alors, je le montre. Il est en effet tout noir et assez costaud. Je ne ferai aucune allusion sur le noir et le pénis. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Alors c'est un pénis en effet assez imposant, aussi bien en longueur qu'en largeur. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Exactement, c'est assez imposant. Ouais. Après, très simple d'utilisation, mais si j'avais juste quelque chose à ajouter, ce serait plutôt le fait qu'ils soient imposants, effectivement. Mmh. Et c'est vrai que si on a envie d'un jouet très très imposant, on est servi. Sinon, c'est vrai que c'est pas forcément. C'est ça. D'accord. Donc je comprends qu'il n'a pas été spécialement bien accueilli, c'est ça? Si, parce qu'il est bien. Le conditionnement est super. De tout le reste, c'est vraiment super. Après, effectivement, la grosseur, oui, on s'y attend pas, quoi. Bon, écoutez, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est vibrant, évidemment. C'est ça. Oui, après très d'apparence sympa, très sympa. Après, c'est vrai que c'est juste. Autrement, vous voyez très bien. C'est un jouet assez classique avec différentes vibrations, une matière agréable, tout ça. Mais en effet, on l'a dit, on le redit, assez imposant. Et je crois que François est tout à fait d'accord avec l'analyse qu'on en fait. Quelle note vous lui donnez, Cécile? 8 quand même. 8 c'est pas mal. 8 sur 10. Oui, quand même, parce qu'il y a qu'une chose à redire, quoi.
Voilà. D'accord. Il n'y a rien d'autre à dire autrement. Oui. Bon, mais en tout cas, il est comme ça. Hein. Voilà. Merci Cécile. Ce jouet, si vous avez envie de vous le procurer, vous allez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Ça s'appelle un stimulateur .G Big Boss Black Line de la marque Fun Factory. On retrouve Caroline maintenant qui témoigne. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Bon, voilà, je suis un peu émue, un peu difficile, pour m'exprimer. Hein. Je vous en prie. Voilà, je voulais témoigner parce que raconter un peu ce qui m'arrive. Hein. Le 1er juin en 2022, j'ai perdu ma fille à l'âge de 25 ans, qui faisait des études de médecine. Elle était interne à Perpignan. Et elle a voulu faire une randonnée en montagne et elle a chuté. À 12h30, je l'avais au téléphone et le soir, on m'a annoncé son décès. Alors quoi de pire pour une maman que de perdre son enfant, hein. Bien sûr, bien sûr. Surtout de manière aussi stupide. Ouais, voilà. Et pour moi, ça a été un traumatisme. Hein. Je me suis retrouvée du jour au lendemain comme un fantôme. Hein. Et là, je me suis dit, j'ai un garçon qui est plus jeune, qui se retrouve orphelin. Et voilà, il m'a fallu des outils. Et ces outils, j'ai essayé de les trouver. Et c'est pour ça que j'écoute. Ça fait pas longtemps que je vous écoute les après-midi. Et c'est vrai que voilà, la méditation, j'ai du mal à méditer parce que voilà, je fais beaucoup de choses. Je fais du yoga, je fais de l'art thérapeutique, je me fais masser, plein de choses que je ne faisais pas avant, que maintenant je prends soin de moi, je m'occupe de moi parce que j'ai pas le choix. Et la méditation, voilà, pour moi c'est très compliqué parce que je vois ma fille et ce traumatisme, ça, voilà, j'ai du mal à méditer. Mais vous savez, Caroline, c'est très récent, hein, ça fait même pas 2 ans que vous avez perdu votre fille. Et moi, je suis pas surprise que quand vous essayez de faire de la méditation, elle soit là, en quelque sorte, vous voyez, parce que quelque part, et c'est pas forcément négatif, parce que c'est peut-être aussi un travail de deuil qui se fait tout doucement. Peut-être qu'il faut aussi qu'elle soit là pour que vous puissiez petit à petit accepter qu'elle ne soit plus là. Mais comment on peut ne plus accepter de plus voir de son enfant et de plus être avec, hein. C'est voilà, l'acceptation pour moi. C'est ce fameux travail de deuil qui demande les fameuses 4 étapes. Et pour l'instant, je pense que vous êtes peut-être pas encore prête à l'accepter et ça se comprend parce que c'est quand même en effet le pire traumatisme qui puisse arriver pour une mère. Hein. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je ne prends pas d'antidépresseurs. Oui, au début, j'ai pris des anxiolytiques et voilà, et toutes ces activités, vous voyez, le yoga, l'art thérapeutique, toutes ces choses. Voilà, ça. Vous avez quand même en vous un instinct de survie, hein, qui pour l'instant vous permet de tenir. Mais je sais pas, François, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline ? Oui, effectivement, on dit que la finalité du processus de deuil, c'est de parvenir à l'acceptation, mais il faut pas l'entendre comme être d'accord avec. Hein. Il faut l'entendre comme le fait, à un moment, de pouvoir faire de la place à la tristesse qui est incompressible quand on perd un être cher. Que c'est ce qu'on dit, hein. On dit que la tristesse qu'on ressent à la perte d'un être cher est à la hauteur de l'amour qu'on lui portait de son vivant, et qu'en fait c'est les deux faces d'une même pièce, et que finalement le seul moyen d'être moins triste, c'est de moins l'aimer. Et la dernière chose à laquelle on veut qu'on touche quand on perd un être cher, c'est l'amour qu'on avait pour le défunt. Donc entre guillemets, c'est le corollaire de cet amour, c'est la tristesse. Et la finalité de ce qu'on entend par processus de deuil, c'est pas de vivre sans chagrin,
hein. C'est pas d'oublier le défunt, mais c'est d'être capable, entre guillemets, d'accueillir cette tristesse et petit à petit d'essayer de reprendre le chemin de sa vie avec ce manque, avec cette douleur. Et là, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas quelque chose non plus. Alors c'est important aussi. J'entends parler d'antidépresseurs, de choses comme ça. Effectivement, hein, le fait d'être triste en situation de perte, ce n'est pas pathologique. C'est juste normal. Et c'est important effectivement dans ces moments-là de prendre soin de soi. Et d'essayer de voir comment on peut faire pour essayer petit à petit d'accueillir cette tristesse et petit à petit de mettre un pied devant l'autre pour reprendre le chemin de notre vie. Mais voilà, moi j'ai l'impression, vous voyez, de vivre dans un monde parallèle. Hein, Voilà, c'est quelque chose qui et voilà toutes ces activités. C'est pour ça que je voulais témoigner, parce que moi je connaissais pas, je savais pas ce que c'était le yoga. Je me suis jamais fait masser et ça m'apporte tellement du bien-être. Et vous voyez, c'est des petits outils qui me font avancer, voilà, qui me font avancer. Oui, et puis qui quelque part vous permettent de vous sentir vivante et je crois que vous l'avez dit, hein, vous avez l'impression d'être dans un monde parallèle. Je crois vraiment, Caroline, que pour l'instant il y a une sorte de déni, comme si c'était pas arrivé, tellement le fait d'accepter que ce soit arrivé n'est pas possible pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter, évidemment. Je pense que peut-être que vous n'êtes pas encore passé non plus par cette phase nécessaire de colère ou d'injustice. Vous savez, cette sorte d'injustice qui fait que moi j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose comme ça il faut que ça sorte aussi, ça. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Oui, une colère, oui, je vous entends. Oui, je vous entends trop gentil par rapport à ce que la vie vous a réservé, voyez. Oui, après, bon, c'est vrai que j'ai pas une vie facile, hein, non plus. Hein. Je me suis retrouvée seule, avec 2 enfants, et mes enfants m'ont construit, je les ai construits. Hein. J'ai ma fille qui est médecin, mon fils. Enfin, c'est pas le métier lui-même, mais voilà, le fait de se retrouver seule et je voulais que ma fille fasse des études, je voulais qu'ils se construisent. Hein. J'ai réussi à les construire, et puis pouf, tout s'écroule, tout s'arrête et voilà, oui, je suis encore dans l'état de choc. Je crois, oui, je crois. Alors, c'est très bien, hein, le yoga, tout ça vous a aidé jusqu'à présent à tenir, mais peut-être que ce serait, je sais pas si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler réellement de ce que vous traversez, parce que c'est de toute façon c'est terriblement violent. Hein. Eh bien, écoutez, c'est vrai que j'en parle pas, mais par rapport au décès de ma fille, c'est vrai que c'est quelqu'un qui était énormément tourné vers les autres. Hein. Les dimanches, elle partait sur Bordeaux, elle allait donner à manger au SDF, elle était tournée. Et quand ma fille elle est décédée avec son frère, voilà, et son papa, qui nous sommes séparés, nous avons monté une association qui est Nos Cigognes Éternelles, et on organise quelques ateliers, hein, et on se retrouve entre mamans endeuillées, parce que c'est quelque chose de tabou, quoi. C'est le deuil. Vous savez, là, ça va faire 1 an et demi. Les gens, ils repartent dans leur vie, hein, mais il y a toujours ce manque, cette absence, hein, de tous les jours, et vous savez, c'est comme une bête sauvage qui est à l'intérieur de vous, bien sûr, qu'il faut dompter, et avec cette association. Non, il faut pas la dompter, Caroline. Il faut pas la dompter, parce que de toute façon, elle est là. Il faut peut-être l'apprivoiser, ou peut-être la rejeter, mais il faut pas la dompter, parce que c'est pas le contrôle qui va vous aider. Mais en tout cas, vous faites quelque chose qui vous permet et moi, ce que j'entends surtout, oui, c'est que pour l'instant, vous êtes
encore sous le choc et il faudra peut-être encore du temps. Et on sait aussi, osons le dire, François Bourguignon, il y a des personnes qui ne s'en remettent jamais de la perte d'un enfant. C'est ce qu'il y a de plus difficile. De toute façon, il y a rien d'autre à dire. Oui, c'est une expérience extraordinairement douloureuse. Effectivement, peut-être que ça vaudrait la peine quand même que vous alliez rencontrer un thérapeute ou quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être. Alors c'est très bien d'avoir créé une association. J'imagine que il y a des réunions dans lesquelles vous arrivez à échanger justement avec d'autres personnes dans la même situation. Oui, après, voilà, quand on a monté cette association, moi, je savais que je ne pouvais pas gérer, animer, cette association, hein. Et quand Laura est décédée, un an après, on a organisé une marche et on s'est retrouvé avec 300 personnes et on a vendu des t-shirts, on a récolté de l'argent, ouais. Et on fait intervenir, par exemple, il y a une sophrologue qui vient, qui anime ces groupes de parole, hein. Après, oui, je me fais suivre avec une association qui s'appelle Vivre le deuil le jour le jour, oui. qui est basée sur Bayonne, hein. Après, moi, dans mon travail, c'est vrai que on a des groupes de parole, il y a des psychothérapeutes, tout ça. Moi, ça m'apporte rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'entends bien. Parler, vous voyez, c'est pas. Mais pourtant, alors encore une fois, moi, je pense pas que la méditation soit pour vous pour l'instant. Je pense pas que ce soit du tout pour vous. En revanche, je crois que c'est important que vous puissiez peut-être écrire ce que vous ressentez. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui sorte, que ce soit une infinie tristesse, de la colère. Et ce qui est terrible en plus, c'est que vous pouvez en vouloir à personne. Parfois, c'est mieux quand, c'est horrible ce que je vais dire, mais vous allez le comprendre. Parfois, c'est mieux quand c'est la faute de quelqu'un qu'on perd son enfant. Vous avez personne même à qui vous pouvez, sur qui vous pouvez, voyez. Non. Après, vous voyez, vous dites d'écrire. J'ai un agenda tous les jours j'écris à ma fille. Voilà, je très bien. Ma journée. Très bien. Voilà. Pour l'instant, vous avez de toute façon pour l'instant besoin de maintenir un lien, donc faites-le. Enfin, écoutez, Caroline, on a envie de vous embrasser et de vous souhaiter bon courage. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sait très bien qu'il n'y a rien à dire quand on est dans cet état de deuil terrible. Merci en tout cas de votre confiance et de nous avoir appelés. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Côté libido, cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec François Bourguignon, nous évoquons la capacité à être en pleine présence à soi et c'est vrai que quand on fait ce métier d'écoute, c'est important d'être capable d'être en pleine présence à l'autre aussi. Tout à fait. Ce qui est encore autre chose. Peut-être que ce sera la prochaine émission, parce que combien de personnes ne savent pas écouter, ne savent pas ressentir l'autre. C'est vrai que ça c'est aussi compliqué. Et c'est vrai que là, avec Caroline, on a été à l'écoute de Caroline et c'est vrai que c'est difficile de reprendre. Emma, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais écoutez, avec plaisir. J'ai entendu le témoignage de la personne précédente qui m'a pas mal touchée, on va dire, déjà. Voilà. C'est forcément touchant, oui. Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, ça me faisait penser, il y a un livre que j'aurais aimé peut-être citer à l'antenne à cette occasion, ça s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour » de Christophe Fauré. Oui, vous avez raison, c'est un très très beau livre. Oui, voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans des périodes similaires. Oui. Voilà, qui d'ailleurs s'occupe un peu de méditation aussi. Christophe Fauré, oui, bien sûr. Oui, voilà. Il est beaucoup dans la spiritualité, Christophe Fauré. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, merci de ce message que vous transmettez à Caroline, Emma. Alors, vous avez du mal à vous aimer, vous avez du mal forcément aussi à être en lien avec les autres. Oui, c'est vrai que c'est un
problème depuis toute petite. Quand même, j'ai des difficultés effectivement avec le social, on va dire, c'est sûr. Donc voilà, mais j'ai découvert alors le truc, c'est que la méditation aujourd'hui, elle est un petit peu, on cite ce mot pour beaucoup de choses qui veulent des fois pas dire grand chose non plus. Tout à fait. Mais voilà, donc moi je pratique la méditation, on va dire plutôt au sens du terme familiarisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces deux termes en lien. Pas trop, non. Non, expliquez-nous. Et finalement, c'est plus dans le cadre de comment comprendre comment l'esprit fonctionne, et un petit peu enseigné dans le cadre du bouddhisme tibétain. Voilà, moi, c'est plutôt la façon dont je pratique. Voilà, on nous enseigne la méditation sur le souffle, chose que j'arrive pas vraiment à faire quand même facilement. Mais après, il y a tout un environnement, on va dire, spirituel qui explique un peu pourquoi, justement, il peut arriver des choses comme ce qui est arrivé à Caroline tout à l'heure, ou toutes les difficultés de la vie que l'on peut rencontrer. Voilà, c'est un principe comme ça général qui fait qu'on passe du temps à se familiariser avec ce genre d'enseignement. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous voulez parler du karma, c'est ça ? Par exemple, oui. Alors ça aussi, c'est un mot un peu général. Non, je sais bien, mais c'est pour essayer d'exprimer un peu plus clairement ce que vous dites, que je ressens, qui me semble avoir saisi. Et c'est pour ça que j'utilise ce mot, qui est, vous avez raison, là aussi très galvaudé. Mais oui, parce que c'est très très complexe en fait. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et vous, alors, est-ce que ça vous aide à vous aimer mieux, Emma? Parce qu'on entend bien que au départ, il y a une enfance difficile, une sécurité affective certainement un peu absente. Et est-ce que ça vous a aidé à vous recentrer aussi? Parce que moi, j'aime bien ce terme, on l'a utilisé tout au long de ces 2 heures. Ça recentre aussi la méditation. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens dans le fait d'accepter les autres, leurs actes plus facilement, d'être tourné vers autrui et comment dire, et du coup de s'accepter aussi. Voilà, c'est un peu en lien, quoi. On est malheureusement en fin d'émission, Emma, mais demain on va faire une émission sur son chemin de vie avec Christophe Médici, et donc vous pourrez, si vous voulez, on pourra commencer par vous demain à 14h, mais on est vraiment en fin de vie, excusez, le lapsus, quand même. C'est fort, hein, parfois la vie, notre inconscient, hein. Ça vous fait rire, Alors justement, ce que je voulais dire en fin d'émission, François Bourguignon, ce que j'entends vraiment, c'est que il y a des gens qui ont la chance d'avoir un élan vital très fort, des pulsions, du désir. D'autres pas vraiment, et la méditation va peut-être aider plus ces gens-là à se poser, à se recentrer. Oui, enfin, ce que je crois, c'est qu'en fait, on porte tous un élan en nous, mais certains sont tellement pris au piège dans leur réactivité que ça l'étouffe. Et la méditation va permettre en fait de sortir de ce qu'on appelle les sables mouvants de la souffrance, hein, c'est-à-dire cette tendance à se débattre contre ce qu'on ressent pour se stabiliser et finalement retrouver le cœur de ce qui nous habite, de notre boussole intérieure, ce qui donne du sens à notre vie, et essayer de retrouver aussi un peu d'énergie pour la mettre au service de ce qui compte pour nous, plutôt que de continuer à se débattre pour essayer de contrôler tout ce qu'on ressent. Donc la méditation est une formidable approche pour pouvoir retrouver le cœur de ce qui est important pour nous. De se retrouver vivant. Merci beaucoup François Bourguignon, on l'a dit, c'est un livre formidable, ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. C'est aux éditions First et c'est très facile à lire pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et demain on sera donc avec Christophe Médici. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, en direct du Salon de l'Agriculture. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous retrouve demain, dès 8h30, en direct du Salon de l'Agriculture. L'invité politique et Parlons vrai chez Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, en direct du Salon de l'Agriculture. C'est demain de 8h30 à 10h sur le stand de la coopération agricole, pavillon 4, à la porte de Versailles à Paris. Sud Radio, parlons vrai.